Et donc, c'est au fort de Ham que Louis-Napoléon Bonaparte écrit son livre majeur, L'extinction du paupérisme, parce qu'il a compris que tout a changé au XIXe siècle, qu'il faut désormais faire avec l'opinion publique, que la question sociale est centrale. Et il affirme en plus que la pauvreté est un phénomène structurel de la société industrielle. Ça, c'est quand même étonnant de précocité au moment où Louis-Napoléon Bonaparte écrit cela, car bientôt Karl Marx écrira pour sa part, la misère ouvrière est un produit du capitalisme industriel. Et donc, c'est exactement la même chose. Alors, je ne dis pas que Louis-Napoléon Bonaparte était marxiste, il n'est pas pour une collectivisation des moyens de production, mais tout de même, il a là une intuition géniale, c'est de la notion structurelle du phénomène de pauvreté, et que cette notion structurelle est liée à la société industrielle. Ça, c'est tout à fait nouveau, et il faut lui rendre grâce de cette prise de conscience. Il met donc en évidence le passage d'une pauvreté accidentelle, de type agricole, à une pauvreté systémique de type industriel. Voilà. Parce que la pauvreté accidentelle, c'était les récoltes, les hivers rigoureux, les sécheresses, les inondations. Ça, c'était accidentel. Mais dans la société industrielle, la pauvreté n'est pas liée aux aléas climatiques, elle est donc systémique. C'est cela que réalise Louis-Napoléon Bonaparte. Il met en évidence la notion de fracture sociale, structurelle et inhérente à la société d'industrialisation. Il est bien entendu influencé par Saint-Simon. En tant que Saint-Simonien, il a quelques idées fortes. Il imagine qu'on peut fournir des terres et un capital initial à des ouvriers, à des travailleurs par l'État, par décision de l'État, un État jacobin fort qui prend ses décisions sociales. Quelque part, ça rejoint aussi l'idée de Louis Blanc que l'État devait intervenir dans la problématique sociale du pays. Ça, c'est très nouveau. Des ouvriers regroupés en colonies agricoles, une organisation collective du travail, une participation des ouvriers, c'est-à-dire des producteurs. Les ouvriers, pour Saint-Simon, ce sont les producteurs au bénéfice de la production. Ça, c'est tout à fait des idées saint-simoniennes. Et il fonde sa politique sur 3 piliers. On les répète. La grandeur nationale, on a vu qu'il était sensible. Il veut restaurer la grandeur nationale de l'Empire de son oncle. Et on a vu que le peuple était sensible, était nostalgique de cette grandeur nationale. Il veut s'appuyer sur le peuple contre les élites. Et ça, c'est quand même important aussi. Son objectif est d'établir une harmonie des classes sociales à partir du rôle moteur de l'État et à partir du progrès technique. Alors, ayons à l'esprit que Louis-Napoléon Bonaparte a été élu député en septembre à l'occasion d'une élection partielle. Il avait des postes vacants. Il n'a pas été élu le 23 avril, comme tout le monde, je dirais, mais le 17 septembre. Donc, en septembre, il est 448, il est député, et l'élection présidentielle est pour décembre 48. En encadré, j'ai mis ce qui me paraissait important. Là où pour résoudre les problèmes sociaux, Saint-Simon prône l'harmonie des producteurs. Marx, lui, pour résoudre les problèmes sociaux, prône le conflit historique, c'est la lutte des classes. Louis-Napoléon Bonaparte croit à l'arbitrage d'un pouvoir personnel fort lui-même. C'est ce que ses adversaires ont appelé plus tard le césarisme. On va voir tout à l'heure cette notion de césarisme. C'est un régime fondé sur l'autorité d'un chef, mais qui s'appuie sur le suffrage populaire pour gouverner au-dessus des partis et au-dessus du Parlement. Alors, ce césarisme, il faut un peu en saisir l'origine. Il faut aller la chercher dans l'Antiquité romaine. Rappelons-nous que... alors, je parle de la République romaine, c'est-à-dire la période qui commence à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ. Avant, donc, Rome était gouvernée par des rois. On alternait entre des rois romains, albins, étrusques. Enfin, bon, il y avait une distribution comme ça, équitable des rois. Numa Pompilius, Tarquin le Superbe étaient ces rois de la première période romaine. Ensuite, la République a été mise en place, notamment avec le Sénat, mais cette République était plutôt une oligarchie de patriciens. C'était pas une République démocratique. Il y avait des esclaves, il y avait des plébéiens et des patriciens. Et le Sénat, bien entendu, avait le pouvoir. Et dans cette République, lorsqu'elle était menacée, il y avait un usage qui était intéressant. C'est que le Sénat avait recours à un militaire qui avait donc commandé les armées victorieusement, auxquelles les armées obéissaient. Ce militaire
militaires à la retraite reprenaient du service et devenaient ce qu'on a appelé un dictateur, c'est-à-dire un magistrat exceptionnel chargé de rétablir l'ordre. Alors l'ordre, ça pouvait être des désordres intérieurs, ça pouvait être une Rome menacée par des ennemis extérieurs, hein, voilà. Il fallait donc protéger la République romaine et donc rétablir l'ordre avant de rendre le pouvoir, c'est-à-dire après avoir accompli sa mission donc militaire de protection de la République, le dictateur en question rendait le pouvoir au Sénat et retournait cultiver son champ, labourer ses champs. Donc c'était assez judicieux comme méthode, encore fallait-il que le dictateur accepte de rendre le pouvoir, parce qu'il avait quand même le pouvoir militaire. Et donc c'était cette façon de donner des pouvoirs exceptionnels à une personne capable de ramener la sécurité. En 58, le général de Gaulle a demandé les pleins pouvoirs, d'ailleurs, au moment où René Coty lui a demandé de prendre en main le destin de la nation, et il a été abondamment critiqué par la gauche, François Mitterrand, Pierre Mendès France, qui ont crié à la dictature. Mais voilà, c'était l'idée romaine qu'un dictateur, à titre provisoire, pouvait remettre le pays en état, ensuite de rendre de rétablir l'ordre institutionnel et de revenir vers des élections. C'est un peu ce qu'a fait le général de Gaulle en 58. Il a été élu ensuite président, me semble-t-il, à la fin de l'année 58 ou au début de l'année 59. Voilà, je ne me souviens plus très bien, mais il a demandé les pleins pouvoirs. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut que le dictateur rende le pouvoir. Or, l'expérience qu'on a eue avec Jules César, c'est qu'il s'est fait nommer, il a été plusieurs fois dictateur, et il s'est fait nommer dictateur à vie en 44 avant Jésus-Christ. Et là, le dictateur à vie, on n'est plus dans la République, c'est-à-dire il garde le pouvoir pour lui. Et donc, il a ouvert la voie à la fin d'un régime républicain, et donc le césarisme, du nom de Jules César, exprime cette crainte qu'un pouvoir personnel, né d'une crise, s'installe finalement durablement au détriment des institutions démocratiques et représentatives. Voilà. Donc voilà l'origine du césarisme. C'était intéressant de le rappeler. Alors, quelle est la stratégie politique de Louis-Napoléon Bonaparte ? En fait, c'est assez amusant avec le recul qu'on a aujourd'hui. Il travaille dans le secret et il cultive l'opacité. Il exprime tout à fait cette formule du cardinal de Retz qui disait « En politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». Alors, Louis-Napoléon Bonaparte, jusqu'à l'élection, reste dans l'ambiguïté, n'est-ce pas ? Cette stratégie lui permet d'avancer masqué parmi ceux qui le considèrent comme en fait un médiocre. Il sait qu'il le considère comme ça. Alors il ne parle pas trop, il hoche la tête, il fait semblant d'écouter, et donc les autres ne se méfient pas. Cette ambiguïté lui permet de passer pour un candidat de l'ordre auprès des conservateurs, puisque c'est quand même le neveu du grand Napoléon, pour un candidat social auprès des ouvriers, puisqu'il a écrit l'extinction du paupérisme, et pour un candidat national auprès des paysans, puisqu'il est le symbole du retour de la grandeur nationale. Il applique une stratégie de politique du miroir, c'est-à-dire parler peu, rester flou, afin que chaque groupe projette en lui ses propres espérances. Ça a parfaitement fonctionné à l'élection présidentielle, on le verra tout à l'heure, on le verra la prochaine fois, de décembre 1848, qui va arriver dans quelques mois. Bien, nous allons maintenant aborder une autre personnalité politique importante de cette époque, on ne peut pas ne pas mentionner, c'est Alexis de Tocqueville, qui est un homme brillant, lucide, parfaitement, un très bon observateur des institutions, qui est d'origine noble, Alexis de Tocqueville, et qui, à l'occasion d'un séjour aux États-Unis où il était en mission, a bien observé la démocratie américaine. Alors, Alexis de Tocqueville est donc un aristocrate. Que signifie l'aristocratie? Dans la vue, c'est le pouvoir pour les meilleurs, alors que l'oligarchie, c'est le pouvoir pour une caste, fût-elle une caste de riches, et la plutocratie, c'est une oligarchie pour les riches. C'est le pouvoir pour les riches, la plutocratie. Plutos, c'est l'argent en grec. Donc voilà. Donc lui, c'est un aristocrate qui pense que le système idéal, ce serait que les meilleurs gouvernent, mais bien entendu, il est convaincu que c'est une utopie. Il a observé la démocratie américaine et il a une conviction, Tocqueville, c'est que la démocratie est désormais inévitable, incontournable. C'est l'histoire en mouvement. Donc il ne va pas être un nostalgique ni de l'ancien régime, ni de l'aristocratie. C'est un aristocrate lucide, démocrate par lucidité,
mais aussi pessimiste parce qu'il craint les effets pervers de la démocratie. Vous lirez rapidement sa petite biographie, et il va s'avérer un adversaire déterminé du Second Empire, parce que lui va très vite comprendre que Louis-Napoléon Bonaparte avance à grands pas vers le césarisme. Et Louis-Napoléon Bonaparte incarne le danger démocratique que précisément Tocqueville a en tête. Donc il est très lucide par rapport à Bonaparte. Alors c'est un libéral, à l'époque, bon, c'est quelque chose de tout à fait banal intellectuellement, hein. Tout le monde était libéral, défenseur des libertés individuelles et de la décentralisation. Il est pour une respiration comme ça de la province. Il accepte la République sans être républicain, mais il est conscient que c'est comment dire, ce n'est pas un opposant à la République, il l'accepte comme une fatalité. Il s'inquiète cependant de la montée du socialisme. Là, il pense qu'il y a un danger. Et il voit très vite le danger du pouvoir personnel que représente Louis-Napoléon Bonaparte. Ce que Tocqueville va appeler le despotisme démocratique, autre nom du césarisme. Hein, voilà. Alors, un petit tableau rapide pour caractériser Tocqueville. Hein. Il sait que la démocratie n'est pas parfaite, mais il la sait inévitable, donc intellectuellement, il surmonte l'obstacle. Ce qu'il craint à propos de la démocratie, c'est la dictature d'une majorité. Ça, c'est un risque possible. À défaut de majorité, la tentation d'un pouvoir fort et donc une dérive autoritaire. C'est ce que va faire Louis-Napoléon Bonaparte. Une corruption des élites, évidemment. Il faut des élites fortes et désintéressées, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Élite au sens de la Déclaration des droits de l'homme. Hein. Les élites sont élites parce qu'elles mettent au service du peuple leurs compétences. Sinon, on n'est pas élite. Donc voilà, c'est une définition très démocratique de l'élite. Et l'usure parlementaire, évidemment, il la craint aussi, il la sent venir, et évidemment, c'est un peu ce qui va arriver. Alors, la philosophie politique de Tocqueville oscille entre inquiétude et modernité. On va voir que la modernité va être surprenante en ce qui concerne Tocqueville. C'est un démocrate inquiet. Il voit dans une démocratie, effectivement, l'horizon indépassable du monde moderne, mais en même temps, il craint l'uniformisation des esprits par le biais d'un État paternaliste, protecteur, central, envahissant. Hein, donc, il cerne bien les dangers démocratiques. Il décèle un despotisme doux derrière l'apparence d'une démocratie. Je le qualifie de démocrate pessimiste. Il est démocrate, mais il dit oui, mais c'est pas gagné. Et la démocratie, c'est un combat politique de tous les instants. Et donc, dans la Déclaration des droits de l'homme, j'avais oublié que je l'avais écrit, que dit l'article 1er? Parce que dans l'article 1er, on dit toujours les hommes naissent libres et égaux en droit. Très bien, puis on s'arrête là. Mais en fait, il y a la deuxième partie, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ça, c'est extraordinaire, ça c'est dans le style du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, si vous voulez une distinction, soyez d'abord utile à la société, et ensuite vous mériterez votre distinction. Les distinctions ne sont fondées que sur l'utilité commune, c'est-à-dire que les élites doivent servir le peuple. Et ça, c'est le contrat social. Hein. Enfin, c'est aussi une pensée proche de Rousseau, quoi. Voilà. Alors, pour faire plaisir à Michel, je dis un mot sur Aristote, bien que je ne l'ai pas lu. Chez Aristote, l'aristocratie idéale, c'est le gouvernement des vertueux, hein, se distingue de sa version dégénérée qui est l'oligarchie. Et bien entendu, l'oligarchie, c'est l'accaparement du pouvoir pour une petite caste. Ça peut être des riches, mais ça peut être autre chose, ça peut être une famille, l'oligarchie. Hein, voilà. Le problème, selon Aristote, n'est pas le principe qu'il y ait des riches, mais que ces riches établissent une corruption. Qu'est-ce que la corruption? C'est faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt général, c'est tout. Donc, que des riches prennent le pouvoir, ce n'est pas un problème, mais que les riches prennent le pouvoir pour devenir plus riches et ne servir que les intérêts de leur classe, ça, c'est de la corruption. Voilà. Tocqueville aimerait produire ce que nous pourrions appeler une aristocratie démocratique, par le biais d'une élite responsable et cultivée, des corps intermédiaires, etc. C'est-à-dire une aristocratie de compétences. Et là, il rejoint fortement la pensée de Saint-Simon, qui lui voulait que les producteurs, parce que Saint-Simon qualifiait de frelons tous les dirigeants inutiles, c'était des frelons, c'est-à-dire en gros des parasites de la société. Il était pour un gouvernement des producteurs, c'est-à-dire les gens utiles. Et par producteur, il entendait aussi bien le paysan que le fabricant, que l'ingénieur, des gens qui produisent, voilà, qui produisaient de la richesse. Donc, aristocratie des compétences, ça se rapproche d'une conception saint-simonienne.
Par rapport à Condorcet, Condorcet, lui, incarnait la foi des Lumières. Il était convaincu que, alors je ne sais pas si on parlait déjà de suffrage universel, peut-être que oui, mais en tout cas que l'école et que l'éducation de la masse allait forcément amener une société meilleure, éclairée, émancipatrice. Voilà. Les Lumières, c'était la foi dans le progrès. C'était croire que le progrès allait de soi, les Lumières. Et donc Condorcet est dans cette naïveté qui est typiquement du XVIIIe siècle. Condorcet meurt en 1794, donc c'est l'homme du XVIIIe siècle. Tocqueville, qui arrive plus tard, est beaucoup plus pessimiste. Lui, il dit que le progrès ne suffit pas, le progrès ne va pas de soi. Il faut l'accompagner, l'organiser, le structurer. Il faut des élites vertueuses pour que le progrès existe. Voilà. Tocqueville ne croit pas que l'instruction suffise, alors que l'instruction, c'était vraiment le dada de Condorcet, à émanciper le peuple. Il dit qu'il faut en plus des valeurs morales, que lui appelle des mœurs politiques. C'est là qu'on se rapproche de Miccia, dont on va parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que sont ces mœurs politiques? Il faut inculquer l'engagement citoyen, la responsabilité locale, la culture du débat démocratique, la culture morale et civique partagée, pour que l'instruction aboutisse à une société vertueuse, à une démocratie vertueuse. Donc, c'est une véritable éducation civique, au sens large, dont parle Tocqueville, pour que le peuple, pour émanciper le peuple vers une vertu démocratique. Et ce qui va menacer la démocratie, bien entendu, ça va être l'individualisme, le repli sur soi, la délégation complète au pouvoir central, débrouillez-vous, faites pourquoi vous êtes, je ne me désintéresse donc de la vie politique, le consumérisme, problématique toujours très contemporaine. Aujourd'hui, on constate la même chose. D'ailleurs, le taux d'abstention au suffrage universel démontre le désintérêt des citoyens pour la vie politique. Ils ne délèguent plus, ils abandonnent, ils n'y croient plus. Ça, c'est le danger démocratique que Tocqueville voit déjà à son époque. Vous voyez ? Alors, je compare également Tocqueville à la fameuse formule de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il ne suffit pas d'être scientifique, il ne suffit pas d'être performant techniquement, il ne suffit pas d'un progrès technologique, il faut aussi un progrès des consciences, un progrès des âmes. Et Condorcet avait dit que le progrès social que le progrès des sciences ne pouvait s'accompagner que d'un progrès moral. Il parlait d'un progrès moral, je crois, Condorcet. C'est la même chose, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut une conscience à côté de la science. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ce que Tocqueville redoute le plus qu'une masse ignorante, c'est une masse apathique. La masse apathique, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Par rapport au taux de participation, je parle. Hein, voilà. Repliée sur elle-même, dans l'individualisme et la consommation. Une masse satisfaite, mais sans conscience. Une masse installée dans un confort, au point qu'elle en oublie l'exigence de liberté. Parce que le confort est un piège. Le confort, finalement, quand les gens ont tout ce qu'ils veulent, certains, de la liberté, après, le combat pour la liberté perd de son sens. Rappelez-vous la phrase, c'était un poème. D'abord, ils ont pris les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Après, ils ont pris les noirs, je n'ai rien dit, je n'étais pas noir. Puis après, ils sont venus me prendre les juifs, j'ai rien dit, je n'étais pas juif. Et après, ils sont venus me prendre à moi, il n'y avait plus personne pour dire quoi que ce soit. C'est ça, l'idée qu'on perd la liberté par le confort. Tant qu'on est dans son confort personnel, le malheur du voisin, ça ne nous concerne pas. Voilà. Et ça, c'est un grand danger démocratique que déjà Tocqueville met en évidence. Vous voyez la richesse de sa pensée? C'est quand même intéressant. En conclusion, Tocqueville est démocrate comme il est libéral, par lucidité, mais avec inquiétude, ce qui le rend prodigieusement moderne. Et c'est là que j'arrive à mon ami Jean-Claude Miccia, dont je n'ai lu qu'un livre, L'Empire du moindre mal, paru en 2007. C'est un philosophe contemporain né à Guéret, vous voyez, c'est un Creusois, hein, notre ami. Il est né à Guéret en 1950. Voilà, il était plus jeune, c'était il y a 20 ans. Hein. Maintenant, il a 76 ans. Alors, la thèse de Miccia, vous allez voir, c'est une critique de système libéral actuel. Bon, lui considère déjà, historiquement, après les fureurs idéologiques du XXe siècle, bon, le nazisme, le communisme, toutes les guerres qui s'en sont suivies, la société libérale moderne cherche à évacuer les querelles idéologiques. Il considère que l'ordre libéral qui est arrivé après les grandes déflagrations mondiales du XXe siècle, c'est une tentative d'évacuation des querelles idéologiques. Vous pensez ce que vous voulez, mais ça reste entre vous, ça reste dans l'entre-soi, on n'en fait pas état dans la société.
Il s'agit de neutraliser le conflit moral en réduisant la politique à la... Alors donc, comment on va neutraliser le conflit moral? On va réduire la politique à la gestion technique des intérêts individuels. C'est-à-dire la prévention, la santé, l'hygiène, la sécurité, voilà. On est dans des domaines comme ça, mais pas de débat, pas d'affrontement idéologique. On ne cherche plus le bien commun. La société libérale n'a pas un idéal de bien commun. Elle cherche à éviter le pire, donc la violence, la guerre, le totalitarisme. Ça, c'est l'analyse que fait Michéa de la société libérale contemporaine. On parle d'aujourd'hui, là. Donc, cette société s'organise autour du marché, autour du droit, et de leur processus, de leur procédure. Vous pouvez déposer plainte. Dans le marché, vous avez le droit de jouer en bourse, vous avez le droit de créer une entreprise, voilà, et les procédures qui en découlent. Mais il n'y a jamais de débat axiologique, de débat sur les valeurs. On espère ainsi se prémunir des fléaux idéologiques du passé, qui ont projeté le monde dans l'affre de ce qu'on sait, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et le stalinisme par la suite. Alors, moi, ça m'a fait penser à une chanson de Georges Brassens. Il a écrit Les Deux Oncles. Alors, il a écrit ça en 1964 en pleine guerre froide. Les Deux Oncles, en fait, il fait allusion. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas Pierre parce qu'il chantait Brassens. Les deux oncles, c'est mon oncle Gaston. Enfin, il a deux oncles, un qui était partisan des Anglais et un qui était partisan des Allemands. Les deux oncles. Alors, on ne sait pas très bien s'il parle de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Bon, enfin, bref. Parce que ça pourrait très bien s'appliquer à la Première Guerre mondiale aussi, ce qu'il dit. Mais voilà ce qu'écrit Brassens dans le texte. Maintenant que... Alors, il parle à ces deux oncles qui étaient donc des fervents partisans des Anglais ou des Allemands. Maintenant, qui veut le lire, ça, le Brassens? Régine, tu veux pas le lire? Alors, tu lis Brassens. Les Deux Oncles. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on s'est bien partagé les cordes des pendus, maintenant que John Bull nous boude, maintenant que c'en est fini des querelles d'Allemands, que vos fils et vos filles vont la main dans la main, faire l'amour ensemble et l'Europe demain, qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de 100 ans, que vos vérités et contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité, vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. Merci Régine. Voilà, alors j'ai trouvé que cette chanson illustrer à peu près l'idéal libéral, démocrate. Alors, c'est antimilitariste, attention. Je ne suis pas en train de faire la critique de Jean Jaurès, là. Hein. Mais, au-delà de l'antimilitarisme, il y a cette idée que les conflits passés ne nous concernent pas. Et donc, une sorte on débranche un petit peu la filiation historique pour aller vers un idéal social d'harmonie universelle. Ça rappelle un peu l'idéal libéral, hein, qui est donc, en évacuant les conflits idéologiques, finalement on établit la paix sociale et on ne se pose plus la question des grands lendemains qui chantent ou de l'avenir de la société. On ne se pose plus la question du bien commun. Voilà. J'ai trouvé que cette chanson illustre un peu ce que Michéa dit de la société libérale et de la critique qu'il en fait. Alors selon Michéa, l'antimilitarisme de façade ne suffit pas, car derrière cette politique gestionnaire se dissimulent de graves conséquences sociales. Là, on va entrer un peu dans le détail. Il considère que les individus vont se désaffilier. C'est une thèse également que Pierre-André Taguieff, un sociologue, un philosophe, développe également dans le progressisme. Il fait la critique du progrès. Il dit que le progrès s'est dégradé en progressisme. Il parle d'individus désaffiliés. On n'a plus d'appartenance, on n'a plus de racines, en quelque sorte. L'individualisme et le consumérisme triomphent. Le marché est sans limite. L'État gestionnaire encadre tout. Une domination impersonnelle et technocratique se met en place. Et ça, ce qui pourrait être un petit peu la description de la crise Covid, hein, Michéa le dit en 2007. Donc il y a un côté visionnaire quand même chez lui. Il y a chez Michéa l'idée que derrière la société libérale se dissimule une dictature douce, non spectaculaire mais systémique. Et
À propos de l'idéal démocratique, Tocqueville décrit, alors là je fais le parallèle, un despotisme doux. Il décrit un État paternaliste, des citoyens isolés, une uniformisation des esprits, un pouvoir qui ne tyrannise pas mais qui infantilise, un système qui remplace le tyran en fait. On est dans la même approche, dans la même vision finalement de ce que serait une paix dans une société libérale. C'est pour ça qu'il parle d'empire du moindre mal. Moindre mal, oui, mais dont les conséquences peuvent être extrêmement néfastes. Bien évidemment, Tocqueville, en tant qu'homme du 19e siècle, est sincèrement libéral. Dans la filiation de Montesquieu, Montesquieu disait « Il est temps que le doux commerce des hommes remplace la guerre ». L'idéal libéral, même économique, au XVIIIe siècle, était tout à fait autorisé. On imaginait que quand les hommes feraient du commerce, les guerres s'arrêteraient. Il faut replacer ça dans son contexte. On a vu, hélas, que ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors que Michéa, désormais homme du XXIe siècle, est un anti-libéral. Lui, il n'est plus d'accord. Mais cette différence, construite en 2 siècles, peut se comprendre aisément. 2 siècles qui ont fait évoluer le despotisme possible de Tocqueville en un despotisme structurel chez Michéa. On peut analyser aujourd'hui le fait que dans la société contemporaine, on est victime d'un despotisme dont on ne peut pas s'émanciper. C'est l'aboutissement logique du projet libéral moderne. Bon, je ne vais pas plus loin dans l'analyse, parce qu'après on va tomber dans la politique, ce n'est pas le but, que chacun réfléchisse aux phrases. En fait, Tocqueville et Michéa décrivent des mécanismes très proches. La grande différence entre eux est qu'ils n'ont pas vécu à la même époque. Dans un sens, Michéa considère que la crainte de Tocqueville s'est réalisée. Voilà comment on peut rapprocher les 2 personnages. Pour sortir de cette malédiction de la démocratie libérale qui ramène le citoyen à l'état de consommateur, Tocqueville et Michéa se rejoignent encore, comme le montre le tableau ci-dessous. Comment faire évoluer la société, la démocratie? Pour Tocqueville, et là on a les comparaisons des phrases, les lois font moins que les mœurs. Tocqueville tient beaucoup aux mœurs. Et là, pour moi, les mœurs selon Tocqueville, c'est ce que j'appelle l'éducation morale, la vertu civique. C'est presque la vertu dont parlait Robespierre. C'est ça les mœurs. Et les mœurs sont essentielles dans l'État démocratique, plus que les lois. Parce que si vous prenez des gens animés de solidarité et de bienveillance, ils n'ont pas besoin d'une loi pour régler leurs problèmes entre eux. Ils vont naturellement s'entraider. Donc les mœurs sont très importants pour le tissu social démocratique. Pour Michéa, alors c'est là que je fais un pas de côté encore, Michéa s'inspire de ce que George Orwell prônait après avoir écrit 1984, c'est la common decency. George Orwell qui fait la critique donc de la société stalinienne dans 1984, donc des dérives de ce que peut être la société stalinienne, dit qu'il faut une décence commune. La décence commune, c'est les mœurs de Tocqueville, c'est-à-dire un minimum de sensibilité morale et civique pour que nous arrivions à vivre ensemble dans le respect mutuel sans se désintéresser totalement de l'autre. C'est la common decency de Orwell que Michéa reprend à son compte. Alors, les phrases derrière, parlent d'elles-mêmes. Croyance morale partagée chez Tocqueville, morale en action à l'image des Américains. Oui, ce que Tocqueville aime chez les Américains du XIXe siècle qu'il a visité, c'est qu'après avoir appris à lire et à écrire, il participe à la vie politique, il participe au débat public, il a vu une véritable agora grecque dans la jeune société américaine, qu'il émerveille, dont il ne voit pas le reflet en France. Là, il voit une morale en action par l'image du comportement civique des Américains. Donc là, je parle début 19e siècle. C'est juste après l'indépendance. L'indépendance, c'est 1776, les États-Unis. Voilà. Les habitudes du cœur, et oui, la solidarité, même la charité, l'habitude du cœur n'est pas négligeable. On voit quelqu'un de malheureux, de pauvre ou en difficulté, on va l'aider, on va l'interroger, on ne va pas passer comme ça, ignorant, en disant c'est pas mon problème. Voilà. Les habitudes du cœur, les réflexes civiques, le sens spontané de la limite. On en a parlé ça la dernière fois à propos de Jung et de Fourier. Et oui, on ne peut pas tout se permettre. Donc ça c'est Tocqueville. Et que dit Michéa? La société tient par ses vertus non juridiques, à savoir les vertus morales, refus spontané de l'injustice. Vous voyez une injustice, vous réagissez. Une morale populaire implicite qui fait que les gens s'entraident sans théorie et sans obligation. C'est une solidarité ordinaire. C'est ça que prônent Orwell et Tocqueville. Orwell et Michéa, oui. Il y a du commun entre les deux.
Oui, c'est bien ce que je dis. Ils disent la même chose avec des mots différents à un siècle d'écart. C'est pour ça que je fais le parallèle. C'est la même chose. Je les oppose pas, là, je les mets ensemble. Hein. mais en utilisant des citations. C'est des mots qui leur appartiennent. Voilà, je les interprète pas, je relate ce qu'ils écrivent. Alors en conclusion, ce que Michéa et Orwell appellent la common decency, Tocqueville l'appelle les mœurs. C'est la même chose. C'est dans les deux cas un tissu moral invisible sans lequel la liberté politique devient impossible. C'est par les relations morales entre les gens, les relations sociales, que la liberté politique prend un sens. En ce qui nous concerne, il est évident que la fabrication de ce tissu moral passe par la famille et par l'éducation. Et cela nous amène à repenser le rôle de l'école. La mission de l'école, c'est de tisser ce tissu social chez l'enfant pour qu'il devienne un citoyen. C'est très important. Ça a été le cas. On a fait les leçons de morale à l'école. On a fait l'instruction civique. Pourquoi l'a-t-on abandonné? C'est plus voilà. le cas, ouais. Donc j'accuse pas les enseignants, hein, j'accuse l'évolution ministérielle. Voilà. Et on va arriver donc à l'élection présidentielle où Louis-Napoléon Bonaparte va être triomphalement passer l'obstacle. Et je vous remercie.